ne faut pas oublier le décret d'abolition de l'esclavage de 1848. Ouais. Ah ben, la première phrase, c'est que l'esclavage est une dignité, une abomination, je ne me rappelle plus. Et l'article 5 dit quoi? À l'Assemblée nationale, on va voter une loi pour indemniser les propriétaires d'esclaves. Alors vous êtes depuis quelques années sur le front du combat contre l'empoisonnement au chlordécone. Alors est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment cet empoisonnement-là a commencé et quelles en sont les conséquences sur les populations guadeloupéennes? Alors, ce combat-là, il a émergé ce combat-là en 2009 avec les associations de défense de l'environnement. Il y avait des associations de défense de l'environnement, des partis politiques aussi qui étaient dans le domaine de la défense de l'environnement, mais également des producteurs agricoles qui s'inquiétaient aussi, des marins pêcheurs qui s'inquiétaient aussi de la présence de chlordécone. Alors, moi je lis le chlordécone aux crimes coloniaux. D'accord? C'est un crime colonial. Tout comme Sétif, tout comme Madagascar, tout comme les différentes tueries qu'il y a eu, tueries que la France a organisées. Pourquoi? Parce que l'État était au courant l'État a sciemment organisé cet empoisonnement. En 1968-1969, la commission des toxicités, qui est une commission qui existe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est sollicitée pour l'introduction de cette molécule en Guadeloupe et en Martinique. Elle donne un avis défavorable. Et pourtant, en 1972, Jacques Chirac, alors ministre de l'Agriculture de Pompidou, va signer une autorisation de mise sur le marché en violation de l'avis défavorable. Et donc, ça veut dire que c'est un document totalement illégal qui va autoriser les béquets, encore une fois, à introduire un poison chez nous. Et pour quelle raison Jacques Chirac aurait autorisé ça? Parce que depuis toujours, il y a une sainte alliance entre les béquets et l'État français. Donc c'est une histoire financière. Financière et question de classe sociale, question financière et question de domination blanche. C'est-à-dire qu'on n'en a rien à faire des Guadeloupéens, on les empoisonne si on peut faire de l'argent. Toujours. Mais il ne faut pas oublier le décret d'abolition de l'esclavage de 1848. Ouais. Ah ben, la première phrase, c'est que l'esclavage est une dignité, une abomination, je ne me rappelle plus. Et l'article 5 dit quoi? L'article 5 dit, eh bien, on va prendre à l'Assemblée nationale, on va voter une loi pour indemniser les propriétaires d'esclaves. Bien sûr. Et c'est signé Victor Schœlcher. Et on nous dit d'adorer Victor Schœlcher. Moi, je suis désolé, c'est une vaste entourloupe. On nous dit, oui, c'est une indignité, mais en fin de compte, qui est-ce qu'on va indemniser? Mais c'est les propriétaires d'esclaves. Donc, le texte de Jacques Chirac de 72 est dans la même philosophie. On privilégie les béquets, la richesse des béquets, au détriment des populations noires d'origine africaine ou indienne. Voilà la réalité. Et donc, tous les gouvernements qui vont suivre vont faire exactement la même chose. Et même quand va y avoir la catastrophe aux États-Unis dans les années 75, où l'usine qui produit le Curlon, les Américains vont se rendre compte que c'est un produit extrêmement dangereux et ils vont interdire ce produit-là sur le sol américain, que vont faire les béquets? Ils vont racheter le brevet et ils vont produire la même molécule sous un autre nom. Ils vont l'appeler le Kepon. Non, le Curlon, pardon. Les Américains, c'était le Kepon. Eux, ils vont l'appeler le Curlon. Et on va encore, les ministres de l'Agriculture de l'époque vont encore donner des autorisations pour continuer à l'utiliser. C'est-à-dire que les béquets ont un véritable mépris de la population guadeloupéenne. J'ai l'impression que c'est même pire qu'en métropole. C'est-à-dire que les béquiers considèrent que... Nous sommes dans un système d'apartheid. Nous sommes dans un système d'apartheid. Et ça, c'est propre à la Guadeloupe ou en Haïti, c'est la même chose? Dans les îles des Caraïbes, c'est la même chose? Toutes les îles qui ont subi l'esclavage, la colonisation et l'esclavage, c'est le même état d'esprit. Il n'y a qu'à voir.
il y a quelques instants, tu faisais allusion à ma couleur de peau. Dans ma famille, nous sommes de toutes les couleurs. Pourquoi? Parce que les gens se sont mélangés. Mais la classe des béquets, ils n'ont jamais changé de couleur depuis 1635. D'accord? Ça veut dire quelque chose. Vous vivez dans un pays majoritairement multicolore, enfin noir. Et vous arrivez à garder le même... Eh bien d'accord, cherchez les couleurs. Cherchez les couleurs. Alors, juste pour continuer sur le chlordécone, pour dire, en fin de compte, l'État est responsable. L'État savait que c'est un produit dangereux. L'État a bafoué les lois de la République française, ses lois à elle, pour favoriser la richesse et la production au profit des béquets. Et aujourd'hui, l'État essaie de nous dire, c'est ce qu'a donné, c'est ce sur lequel ils ont envie de nous faire glisser. Que la responsabilité est partielle. Partagée. C'est une responsabilité partagée dans le cadre d'un aveuglement collectif. Mais c'est une vaste blague. C'est qui a donné les autorisations illégales? C'est l'État français. Mais partagée entre qui et qui? Non, parce qu'ils sont en train de nous dire, ah oui, mais bon, si vous avez acheté des ignames empoisonnés, c'est que l'agriculteur a mis du chlordécone dans son champ. Donc ça serait à cause de l'agriculteur. Voilà. Donc si l'État n'est pas totalement responsable. Voilà, si vous avez acheté du poisson chlordéconé, eh bien c'est que, d'accord. Donc en fin de compte, l'État est en train de diluer ses responsabilités. Et c'est pour ça que nous avons déposé une requête devant le Premier ministre au mois de novembre dernier. Et nous allons déposer une plainte contre l'État pour faire reconnaître la responsabilité de l'État. Une plainte dans laquelle nous demandons que la responsabilité de l'État soit reconnue, qu'on puisse donner des fonds pour que nous puissions avoir une cartographie précise de la contamination du chlordécone en Guadeloupe, de la terre, des eaux, mais également de l'humain, la contamination. Deuxièmement, que nous puissions avoir des financements pour des laboratoires d'études et de recherche pour faire des études sur le chlordécone, mais également que nous puissions avoir tout ce qu'il faut pour la décontamination. Aujourd'hui, on ne nous dit absolument rien et nous continuons à ingurgiter du chlordécone. Vous savez très bien qui mouni fait chlordécone rentrer ici dans. Vous savez très bien qui mouni baille les autorisations de mise sur le marché. Vous savez très bien qui mouni vend chlordécone ici dans. Et vous pas poursuivre pour moun. Et vous pas venir dire nous comme ça, tout le monde c'est moun. Matsiao. Vous savez très bien, scandale de l'eau là, où l'argent là passé. En poche à les multinationales, les 20 pays, lui volent que nous qui prend l'argent là. Mimi, c'est la réalité. Eh bien, pas ni pas moun qui poursuivent, et vous pas venir dire nous comme ça payer de l'eau. Guadeloupe paye ni raison de pas payer de l'eau. Et il y a plus de ça. On peut éviter les camarades à vérifier les analyses de l'eau. Ces analyses-là, pas ni toutes les analyses. Ils ne pas chercher pesticides, ils ne pas chercher chlordécone. Et il y a un rapport à de l'eau en Martinique qui a dit, même si vous mettez fibre à charbon actif, chlordécone qui a passé en de l'eau là. Qu'est-ce qu'on doit penser? Est-ce qu'il faut considérer que les agriculteurs devraient cesser de travailler parce qu'ils travaillent sur des terres empoisonnées? Et est-ce que le fait que les agriculteurs cessent de travailler ne profite pas à d'autres? Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que nous disons qu'il faut avoir une cartographie précise des lieux contaminés et il faut avoir un degré de contamination précis des terres contaminées et il faut également avoir un inventaire précis de ce qui est possible sur les terres. Je ne suis pas expert, mais il y a des experts qui nous disent quand ce sont des légumes qui sont tout près du sol ou des tubercules qui sont dans le sol, la contamination est forte. Mais quand ce sont des produits, des fruits ou des qui poussent sur les arbres en hauteur, il n'y a pas de contamination. Le fruit tapé, il n'y a pas de contamination. D'accord? Ça veut dire que sur les terres chlordéconées, il y a moyen de planter. Bien sûr. Mais pas des tubercules, pas des ignames, pas des patates. Mais on peut planter. Donc, ce que nous voulons justement, pour préserver, qu'on établisse une cartographie, le degré de contamination et qu'est-ce qui est possible de faire de façon à ce que nous puissions avoir une agriculture, une agrotransformation et une autonomie alimentaire. Parce qu'autrement, on va brader les terres, on va faire de la Guadeloupe un vaste chantier, je ne sais pas, de tourisme autre, et puis petit à petit, nous allons disparaître. D'accord? Et donc, c'est pour ça que notre combat, ce n'est pas de demander d'indemnisation individuelle pour X ou Y, mais véritablement pour aller dans le sens du droit à la vie. Du droit à la vie. Alors, vous avez sans doute entendu les propos de Ségolène Royal qui disait que
qui avouait Oui. que certains fonctionnaires français, en tout cas professeurs pédophiles, Avait été muté dans les Outre-mer. J'ai fait les premières instructions contre la pédophilie dans le milieu scolaire. C'était un tabou. Avant, on mutait discrètement les pédophiles, si possible dans les Outre-mer. Comme ça, c'était loin, on n'entendait plus parler. Et la première instruction que j'ai dit que vous avez une obligation de signalement lorsqu'il y a des abus sexuels et des pédophiles dans le système scolaire, ça a été très difficile, très, très difficile. J'ai même subi un certain nombre de menaces. Et j'ai vu la chape de plomb qui était sur ce... Alors, quand il y avait des suicides d'enfants, personne ne s'en occupait. Et quand un pédophile était identifié et qu'il mettait fin à ses jours, là, ça faisait un scandale. Sitôt avoir entendu ça, j'ai envoyé un mail à Ségolène Royal. D'accord? Et elle a répondu. Elle a répondu en maintenant ses propos et en me disant qu'elle avait, dès lors qu'elle avait eu connaissance de ces choses-là, elle avait travaillé avec ses équipes sur la mise en place d'une directive justement pour signaler et sanctionner ces dérives. Et je sais qu'elle a été reçue il y a très récemment par les parlementaires des DOM. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Deuxième chose que nous avons faite, nous avons écrit au ministre de l'Éducation nationale, au procureur, à tous les élus parlementaires de Guadeloupe, aux recteurs, pour leur demander de nous dire la vérité sur ces choses-là. Et les noms aussi de Voilà. ces professeurs. Ici, il y en a eu ici. D'après nos informations, il y en a beaucoup qui ont atterri à La Réunion. D'accord? Mais ces choses-là ne doivent pas nous étonner. Ce sont des pratiques dites coloniales qui existent depuis tantôt. Et on n'est pas sorti de ce système colonial. Du tout. Quand on fait des essais nucléaires, on les fait où? À Mururoa, à 20 000 km de Paris. On ne les fait pas à Toulouse, à Montpellier. Mais on ose nous dire que ce n'est pas dangereux. Mais on les fait à Mururoa. Et là, il y a la Polynésie qui est contaminée à jamais. Le chlordécone. On donne une autorisation d'utiliser le chlordécone. Mais on ne le fait pas pour aller planter des pommes de terre en Creuse ou en Corrèze. Mais on le fait en Guadeloupe et en Martinique. Lorsque on a besoin de main-d'œuvre dans la Creuse, les petits jeunes, on va les chercher où? À La Réunion. On va déporter des milliers de jeunes réunionnais en Creuse. Ça, c'est une autre forme de razzia nucléaire. Quand on a besoin de main-d'œuvre dans les années 60, on va les prendre où? Avec le Bumidum, Guadeloupe, Martinique et Guyane. D'accord? Pire encore, lorsqu'on veut réguler les naissances en Guadeloupe, Martinique et singulièrement à La Réunion, qu'est-ce qu'on va faire? Les stérilisations forcées. Donc, en fin de compte, nos territoires coloniaux, enfin, ces pays colonisés, ont toujours été des terrains d'expérimentation et de dérogation du système colonial français. Donc, aujourd'hui, quand Ségolène Royal dit ça, oui, c'est vrai. L'État français a toujours organisé ce genre de dérive pour préserver le château, on s'en fout de l'écurie. Et donc, nous étudions avec nos avocats la possibilité de porter plainte ou bien de voir ce qui est possible de faire. Mais, pour l'heure, la seule personne qui nous a répondu, c'est Ségolène Royal. Entendu. Voilà. Alors, vous avez rencontré Kémy Séba il n'y a pas longtemps. Dans quel cadre? Mais il était venu ici il y a environ 2 ans pour participer au Mois de l'Afrique. Au Mois de l'Afrique, et ce sont les camarades de l'association Racine qui avaient organisé cette rencontre. Et il était venu ici pour que nous puissions discuter de la situation dans différents pays d'Afrique et également de la situation à Guadeloupe. Vous avez aussi discuté, je pense, des stratégies à adopter, des liens que vous pouvez faire entre l'Afrique et les Caraïbes. Disons que des liens de solidarité, mais en ce qui concerne des stratégies, moi, personnellement, j'évite de discuter de stratégie avec des camarades qui sont dans d'autres pays. Parce qu'en fin de compte, moi, je connais la Guadeloupe. Mais ce qui est vrai pour la Guadeloupe peut ne pas être vrai pour la Martinique, la Guyane et autres. Donc, c'est pour ça que quand on me pose, par exemple, une question sur la Martinique, alors que c'est tout près, on se ressemble beaucoup. Moi,
je dis, bon, Vous ne vous engagez pas. voilà, demandez aux camarades martiniquais ce qu'ils pensent. Donc, moi, je vois ce qui se passe dans les pays d'Afrique, je vois le combat autour du franc CFA, je vois le combat autour de ce que j'appelle l'indépendance, même si les pays sont indépendants, mais on voit la mainmise de l'État français sur l'économie, sur le politique. On voit bien Barkhane. Barkhane, c'est une occupation de l'Afrique, du Mali, du Bénin, etc., par les forces françaises. Et qui font semblant de combattre qui? Qui font semblant de combattre les forces qui ont été armées par Sarkozy pour destituer et tuer Kadhafi. Voilà la réalité. Hein. Et donc, ça nous permet, nous, d'avoir une certaine vision sur la géopolitique de ce qui se passe dans ces pays-là. Et bien évidemment, aujourd'hui, la Guadeloupe est une colonie, d'accord, avec les noms savants de régions ultra-périphériques, mais nos frères des différents pays d'Afrique sont dans une situation, je ne dirais pas similaire, mais qui ressemble beaucoup à certains points, de par la domination française sur les institutions et la complicité, comme chez nous, hein, la complicité des élites locales dans ce système-là et qui tire au profit de cette domination. Exactement. Est-ce que vous êtes optimiste? Parce que lorsqu'on lit votre tableau, on peut pleurer. Non, il faut. Est-ce que vous êtes optimiste? Il faut, parce que il y a un prof de philo, il est aujourd'hui décédé, Henri Bernard, et il m'a dit un jour, à un certain moment dans sa vie, on a conscience de l'existence de la mort. Bon, quand on est tout jeune, on ne sait pas que la mort existe. Hein. Et puis quand on grandit, on prend conscience de l'existence de la mort. Et pourtant, on continue à faire des projets, on continue à faire des choses. On va planter des arbres, on va avoir des enfants, on va faire des choses. Pourquoi? Parce qu'on est persuadé que tout ce qu'on fait est de nature à changer la vie. Donc on a foi en la vie. On a foi en la vie. Et donc je crois que même si le tableau est sombre, même s'il y a des fois où les choses sont difficiles, mais il y a cette lueur, cette espérance dans la lutte qu'il faut continuer parce que demain, le soleil va briller. Le soleil va briller. Et deuxième chose que je dirais, c'est que il faut surtout se mettre dans la tête aussi, c'est pas parce que notre âge va avancer, qu'on va être plus fatigué, moins véloce qu'avant, qu'il faut croire que la lutte est perdue. Non, nous luttons pour changer les choses, pas pour que nous puissions voir changer les choses. Si on le voit, tant mieux. Parce que le premier qui s'est rebellé contre l'esclavage, il n'a pas vu l'abolition. Hein. Mais c'est grâce à son combat que les autres se sont dit « Ah non, les gars, c'est pas normal, on ne peut pas rester dans cette situation. » Donc, en fin de compte, même si les choses sont difficiles, mais il y a cette espérance, cette lueur qui est là et qui dit « Non, il faut faire quelque chose car on ne peut pas rester dans cette situation. » Et puis, moi, j'aime observer les gens, j'aime observer aussi la nature. Il y a un manguier qui est là. Et on mange des mangues. Mais ce n'est pas nous qui l'avons planté. Il est là depuis 100, 200 ans. Et celui qui l'a planté, peut-être qu'il n'en a jamais mangé. Mais nous mangeons grâce à lui. Et il est sans doute content parce qu'en fin de compte, il y a quelque chose. Et en fin de compte, ce manguier qui fait des fruits que les oiseaux vont manger, que les humains vont manger, que les rats vont manger, que toutes les bêtes vont manger. Mais son objectif premier, au-delà de donner à manger à tout le monde, c'est qu'il y ait un jour un petit manguier qui pousse. Parce qu'un jour, ce gros manguier-là, mais il va tomber. Et donc, son objectif principal, c'est qu'il y ait un petit manguier qui pousse pour qu'il y ait toujours des mangues. Et donc, je crois que ce combat-là, eh bien, c'est ce que nous devons faire. Le porter où on peut le porter et toujours faire en sorte de transmettre le flambeau pour que la lutte continue jusqu'à ce que nous soyons véritablement dans une société juste et équitable, où chacun a selon ses besoins et non pas d'après la grosseur de ce porte-monnaie ou la couleur de sa peau. Alors lorsqu'on vous regarde, on a l'impression d'avoir un super-héros face à nous. Est-ce que vous pensez avoir été choisi? Oh non. Ah, mais j'entends déjà. Mais non. Je crois que moi, je ne crois pas au Sauveur suprême. D'accord? Je crois que nous sommes tous quelque part, ici, là. Moi, je me pose souvent la question, mais comment on fait pour être là? Parce que c'est quand même bizarre, hein? D'accord? Mais bon, j'ai pas de réponse, mais
c'est quand même bizarre qu'on soit là et que nous avons tous quelque chose à faire. D'accord? Diego Maradona, il avait quelque chose à faire, ouais. Il a fait Pelé avec Roger Mila et puis tous les grands joueurs africains. Non, je crois que nous avons tous quelque chose à faire et qu'il faut le faire. Et il faut le faire bien. Et quand on le fait, ce n'est pas un sacrifice. On le fait parce qu'il doit être fait. Voilà. Merci Elie Domota. C'est nous-mêmes.